tout à fait. Alors, donc, moi, je suis Stéphanie Diallo, je suis consultante en développement professionnel à l'APEC depuis 2 ans, donc j'exerce sur Paris. Donc, effectivement, comme le disait Yannick, donc, quotidiennement, j'accompagne les jeunes diplômés, les cadres supérieurs, cadres dirigeants, qui se posent des questions sur leur insertion professionnelle, leur réinsertion professionnelle, voire éventuellement leur gestion de carrière. Donc, sur toutes les thématiques finalement autour de cela. Et ma particularité est essentiellement d'accompagner les docteurs et doctorants sur le même type de thématique. Voilà. Donc, je serai là pour répondre à vos questions au fur et à mesure. Merci. Donc pour commencer, je vous ai mis un lien YouTube, puisqu'on en parlait ce matin avec Michel là-dessus. Je vous ai mis un lien YouTube puisqu'on a beaucoup d'informations qui sont diffusées par les médias, qui sont d'assez médiocre qualité. Donc je vous propose, c'est un lien YouTube qui montre une conférence organisée par le Cercle des économistes, où là, il n'y a que des pointures en termes d'économie et qui présente bien les perspectives économiques pour les prochaines années dans ce pays. Donc, autant aller voir les spécialistes. Donc, elle dure 1h10, donc il n'est pas question de la passer maintenant. Mais je trouvais que le cercle des économistes, on peut participer à des réunions. Ils font des conférences parfois entre 8h et 9h du matin, donc ou même parfois sur la journée. La prochaine, c'est sur la réindustrialisation de la France, possible ou pas. Pour des ingénieurs, c'est toujours intéressant de savoir ce qu'on dit à ce sujet. Donc, je vous invite à aller voir ce cercle des économistes, où là, il y a, vous verrez par vous-même, Patrick Artus, il y a Pisani-Ferry, enfin, c'est vraiment des personnes qui savent de quoi il ressort. Donc, il n'y a pas que, il y a aussi, je pense qu'il faut aller voir aussi le rapport du FMI, qui, alors traduit en français, ils ont traduit ça par une année sans pareil. Le rapport vient de sortir sur les perspectives économiques du monde dans les mois, années à venir. Et donc, vous voyez, l'APEC, on peut vous dire que voilà, l'écroulement de l'économie avec la crise sanitaire, c'est 3 fois plus que ce qui s'est passé au moment de la crise de 2008, avec la crise des subprimes. Donc, c'est pour vous donner à peu près la dimension de la crise qui nous attend, puisque en fait, c'est la plus belle crise depuis la Seconde Guerre mondiale. Avant, c'était celle de 93. Maintenant, c'est celle que nous vivons actuellement. Donc, nous sommes vraiment sur des perspectives très pessimistes. Alors, je ne vais pas casser l'ambiance. Dans quelques jours, l'APEC va sortir des chiffres. À titre d'exemple, pour le premier trimestre, il n'y a que 11% des entreprises qui prévoient de recruter un cadre. Donc, voilà. Et l'an dernier, au dernier trimestre, 40% des entreprises avaient annulé ou reporté un recrutement de cadre. Oui, ça c'est. Les perspectives sont. Bon, les chiffres seront annoncés puisqu'à l'APEC, nous avons un service études. Et donc, on annoncera les chiffres, je crois, dans 2-3 jours. Vous l'avez en primeur. Donc, je n'irai pas plus loin là-dessus parce que c'est sous embargo normalement. Donc, on parlera de vous le dire, c'est entre nous. Est-ce que je peux juste donner quelque chose d'un peu positif quand même? Tout ça veut dire finalement que certes, la situation est quand même, voilà, on a vu mieux, mais ce qui veut dire aussi que mieux on est préparé, mieux on arrive aussi à soit trouver un nouvel emploi ou à se réinsérer ou éventuellement à gérer sa carrière. Donc, finalement, c'est la préparation qui va être importante. Merci. Vous voyez, donc je vous ai mis ce slide-là, puisqu'on était pour qu'on se rende compte au moment du premier confinement, ça s'est vraiment écroulé. Et après, il y a eu le deuxième confinement, où là, ça a été, je n'ai pas affiché, mais c'était encore pire, puisqu'en fait, quand on avait interviewé les entreprises à la fin en septembre, c'était assez optimiste, en fait. C'était assez optimiste, contrairement à ce qu'on peut penser. On avait interrogé les entreprises. Alors, les conséquences sont aussi intéressantes en tant que cadre, puisqu'on a interrogé 2500 cadres, et à 66%, ils veulent continuer à faire de la relation à distance. Et donc aussi le télétravail, est-ce que ça va changer demain? C'est aussi intéressant en termes d'organisation. Voilà, donc ça c'était en termes d'annonces. Et vous voyez, en termes d'offres d'emploi, l'an dernier, je me suis arrêté à septembre, puisque depuis, c'est un peu amélioré. Mais nous avons, l'an dernier, nous avions, en début janvier, on était à quasiment 95 000 offres. On doit être autour de 65 000 offres au niveau de l'APEC aujourd'hui. Alors, pourquoi je vous parle des offres d'APEC? Puisque l'APEC, nous avons à peu près la maîtrise,
enfin maîtrise, c'est 50% de l'emploi cadre passe par l'APEC. Voilà. Et nous avons développé un tas de partenariats. Donc, nous devenons de plus en plus agrégateurs, en fait. L'exemple, c'est Indeed. Et donc, on agrège. Et notre volonté, c'est d'avoir 70% de la visibilité d'offres cadres. Sachant que tous les ans, on sort une étude au mois de mai sur le sourcing. Ça fait 10 ans que nous faisons ça. Nous interrogeons les entreprises, en gros 1400 entreprises par téléphone. Nous ne disons pas que c'est l'APEC, donc il n'y a pas de biais méthodologique. Et aujourd'hui, on se rend compte que 85% du marché de l'emploi pour les cadres est transparent. Okay. Alors, ça ne veut pas dire forcément que les chances sont les mêmes. Ce qui marche bien, c'est la cooptation. Donc, quand on est déjà connu de l'entreprise ou recommandé, c'est bien utile. Donc, il ne faut pas confondre la transparence du marché et la manière dont on intègre une entreprise. C'est parce que le marché est transparent que forcément les chances sont les mêmes. Okay, mais je vous dis ça parce que j'entends encore des cadres nous expliquer que le marché est caché à 85%. C'est complètement aberrant. D'autant plus que les entreprises aujourd'hui diffusent une offre en gros sur 4 ou 5 supports. Vous voyez, donc il n'y a pas de secret. Alors, sur le high management, effectivement, ça se joue plus au niveau des cabinets de chasse de tête. Mais il y a 3,5 millions de cadres en France. La majorité passe par. Il y a une visibilité du marché. Voilà. Okay. Je vous ai remis deux études qui me semblent assez intéressantes à observer. C'est le McKinsey qui a sorti une étude en juin 2020 qui est sur le futur du travail en Europe. Et puis, il y a cette très belle photo qui est sortie, c'est le World Economic Forum, c'est Davos en définitive, qui aussi a des études assez intéressantes. Donc là, avec le cercle des économistes, l'APEC, McKinsey et puis le World Economic Forum, à mon avis, vous avez de quoi alimenter votre réflexion et de vous projeter dans l'avenir. J'ai juste mis une slide derrière qui est issue de McKinsey, où on voit bien quand même, quand on a une vision européenne, là où ça va se passer, quoi, dans l'avenir. Voilà, là où ça va se passer. Donc, vous voyez, tout ce qui est en rouge, c'est quand même là où les gens sont assez âgés. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'économie? Les deux centres, alors, jusqu'à présent, les deux centres économiques les plus puissants, c'était l'Île-de-France et puis le Grand Londres. Alors, avec le Brexit, je ne sais pas où on va. L'Île-de-France, pour vous donner une vision de ce qui se passe dans notre pays, l'Île-de-France, c'est en gros le 21e PIB du monde. C'est entre la Turquie et Taïwan. Donc, quand on compare les régions françaises, donc si vous avez des envies de mobilité professionnelle, il faut quand même savoir que 40% de l'emploi cadre, il est fixé sur l'Île-de-France. Et sur les 320 zones d'emploi, bassins d'emploi en France métropolitaine, les cadres se concentrent sur 17 bassins d'emploi. Le deuxième bassin, c'est Rhône-Alpes. Rhône-Alpes, c'est pas compliqué à retenir, c'est 10% de population, 10% du PIB, 10% des cadres. Voilà. Donc vous avez l'Île-de-France, Rhône-Alpes, je ne compte même pas l'Auvergne, et tout le reste, ça joue à la marge, quoi. Et donc c'est ça le tissu économique français, en sachant pour compléter que en France, il y a moins de 250 entreprises de plus de 5000 salariés. Donc quand on est jeune diplômé, je ne sais pas qui y a aujourd'hui au niveau des gens qui m'écoutent, mais le tissu économique français, c'est essentiellement de la PME, quoi. Et, voilà, il doit y avoir moins de 5000 ETI. Donc, c'est essentiellement de la PME, voire de la très petite entreprise. Donc, il faut pas absolument se dire, je veux rentrer dans telle grosse entreprise, quoi. Alors, l'objectif de l'APEC demain, c'est d'être plus sur la mobilité européenne, d'ailleurs, puisque même si l'APEC est financée par les cadres et les entreprises du secteur privé, il y a une volonté qui va s'afficher dans les mois à venir d'avoir une plus grande orientation sur l'international. Donc, dans les centres APEC, il y a des experts sur l'international. On peut même faire des conférences complètement en anglais. De la même manière, il y a des experts entièrement sur l'ingénierie de formation. Donc sachez-le, ça peut vous servir dans les mois à venir. Alors, j'ai une question intéressante, Yannick, qui tombe dans le chat. La répartition géographique à laquelle vous faites allusion, est-ce que vous pensez qu'elle va évoluer en fonction du télétravail et de la digitalisation massive de l'économie? Complètement. Alors là, ça va évoluer. Toutes les enquêtes que nous faisons, parce qu'on a quand même une quarantaine de personnes à l'APEC sur la partie
études. C'est un budget de 7 à 10 millions d'euros quand même, c'est pas négligeable. On voit bien que le télétravail, il y aura des impacts. Et c'est pas. Puis les pandémies, on ne sommes pas sortis de ça. Bon, oui, il y aura un impact. On le voit déjà aujourd'hui. On peut pas revenir en arrière. On peut pas revenir en arrière. C'est concrètement. Alors comment ça va se concrétiser en France? Eh ben, ça va se concrétiser. On le voit déjà au niveau de l'immobilier, quoi. C'est même pour les entreprises, hein, c'est vers la Bretagne, vers Aix-en-Provence, vers Bordeaux. Enfin, il y a des tendances assez lourdes, d'autant plus que vous allez voir avec ce que je vais commenter après, les tendances lourdes, elles rejoignent aussi les tendances sociologiques, c'est-à-dire l'équilibre, la demande d'équilibre vie privée, vie professionnelle. Donc, si on veut attirer des talents, il va falloir se mettre au niveau des exigences des compétences. Je vais vous présenter des chiffres et des tendances qui avaient été faites avant le Covid, donc avant mars l'an dernier. Mais les tendances sont lourdes, ça ne va pas changer. Les tendances que nous connaissons, elles sont très lourdes, donc on ne va pas revenir en arrière là-dessus, quoi. Et le paradoxe de là je rejoins Stéphanie qui parlait d'optimisme, c'est qu'en fait, avant le Covid, structurellement dans ce pays, il y a des problèmes de compétences. C'est-à-dire que nous, jusqu'à mars l'an dernier, nous étions en recherche de compétences. C'est-à-dire que nous avions des engagements en tant qu'APEC de trouver, dans 70% des cas, une solution de recrutement aux entreprises qui ont des difficultés à recruter sur certaines compétences. Donc, c'est pas parce que le Covid est passé par là que structurellement, il ne manque pas ces compétences dans ce pays. Et la qualification, elle n'est pas forcément au niveau ingénieur, hein. Elle peut être aussi au niveau technicien. Donc, il y a structurellement un problème de compétences. Donc, ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. Donc, ça veut dire que de leur côté, les entreprises doivent se rendre attractives si elles veulent attirer les vraies compétences. Donc, il y a tout un travail comme ça. Alors, le Covid a remis ça en jeu, mais ça ne disparaît pas du jour au lendemain, quoi. Voilà. Donc, si je veux les meilleurs, il va falloir que je les attire. Donc, pour les attirer, si je suis en plein centre de Paris où il faut que je prenne les transports en commun, etc., et que je me tape une maladie demain, ça ne le fera pas. Donc, ça va avoir un impact très important. Mais juste, en tout cas, je ne sais pas s'il va y avoir un impact en ce qui concerne la répartition géographique des entreprises. En revanche, effectivement, là, je te rejoins, Yannick, il y a de toute façon d'ores et déjà un impact sur l'organisation du travail au sein des structures. Et je pense que c'est à distinguer l'organisation du travail au sein des structures qui, effectivement, permettent aux salariés d'être en province, mais je ne sais pas pour autant s'il va y avoir plus d'entreprises qui vont se créer ou éventuellement se déplacer en province. Ça, on verra bien. Les grands enjeux. En parlant de compétences, Yannick, une question. Il y a un mouvement qui est engagé avec les universités d'entreprise. Qu'est-ce que vous en pensez et quelle est la réaction de l'enseignement supérieur dans ce domaine? Voilà, il y a un rapport. Il y a un rapport de l'an dernier, je crois, ou il y a 2 ans, du World Economic Forum, qui même avait un focus par pays, hein. La grande tendance pour les grosses sociétés, c'est qu'elles ne formeront que les personnes à potentiel. Et qu'à côté, elles feront appel à du freelance. Voilà, c'est la grande tendance. On s'aperçoit qu'en fait, la formation, c'est pas vraiment le problème de pas mal d'entreprises. Voilà, ça c'est le World Economic Forum qui le dit là-dessus. Et les universités d'entreprise se développent parce que les compétences, elles sont spécifiques. Donc, c'est un facteur clé de réussite. Voilà, donc, je ne sais pas si je réponds. Alors, à côté de ça, je travaille depuis de nombreuses années avec l'enseignement supérieur, les universités. On va en parler après avec les blocs de compétences, avec la réforme des fiches RNCP. Elles sont pas bien engagées, quoi. Les écoles de commerce se sont bien engagées là-dessus, où elles ont vite réagi par rapport à la loi de 2014 sur les blocs de compétences, 5 mars 2014. Elles ont vraiment bien réagi, mais le monde universitaire n'y arrive pas. Mais il essaie.
Enfin, moi, Il essaie, voilà. puisque j'ai travaillé depuis de nombreuses années. J'ai écrit un petit guide en 2012 et en 2017 avec l'Université de Grenoble. Et notamment, et en 2015, j'avais travaillé avec eux, je les avais aidés à écrire sous forme de compétences une vingtaine de licences généralistes scientifiques. Et pour pouvoir. Mais il y a quand même un corps professoral qui est pas évident. Et puis la formation initiale versus la formation tout au long de la vie, ça se passe. Voilà, ils n'ont pas trouvé la bonne maille pour l'instant. Je pense qu'il y a des données très politiques parce qu'on pourrait faire des choses dès maintenant. Notamment, quand on a un cadre. Alors aujourd'hui, en France, quasiment la moitié des cadres ont plus de 45 ans. Donc, vous avez eu votre diplôme il y a 20 ans et il vous reste jusqu'à la mort parce qu'il n'y aura plus de retraite. Donc, je plaisante. En tout cas, il y aura encore une vingtaine d'années à travailler. Donc, s'il n'y a pas de formation tout le long de la vie, ça va mal se passer. Mais la formation tout le long de la vie, elle pourrait être très bien sur l'état de l'art du moment. C'est-à-dire que moi, je voudrais me former sur le nouvel état de l'art sur un thème. Je vais pas me refaire la première année de licence. Vous voyez, donc ils n'ont pas encore trouvé la bonne maille pour pouvoir intégrer des cadres. Alors pourquoi Grenoble? C'est parce que Grenoble a un programme normalement. Je travaille avec eux là-dessus parce qu'ils se sont engagés sur la formation tout au long de la vie. Donc de pouvoir, mais ça avance pas à la vitesse que ça devrait avancer. Bon, après le marché de la formation professionnelle, il a jamais été très 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 développé pour les universités. Si vous enlevez le CNAM et Dauphine, en chiffre d'affaires, il n'y a pas grand-chose. Enfin, juste pour revenir là-dessus, alors pareil, je ne donnerai pas les noms des universités, mais c'est vrai que les grandes entreprises montent des universités en interne et je pense que c'est très bien. Il n'empêche que l'enseignement supérieur, y compris les facultés, ont en tout cas des axes de réflexion sur effectivement ces transformations de diplômes en compétences pour effectivement faciliter le transfert en tout cas des étudiants en entreprise. Alors, c'est en cours. C'est effectivement pas simple parce que ça demande une posture différente de la part du corps professoral. Maintenant, les réflexions sont là et je pense qu'ils sont très conscients en tout cas de l'importance de ce sujet-là pour faciliter l'insertion de leurs diplômés. Donc oui, elles n'existent pas encore, tout n'est pas encore montrable, j'ai envie de dire, sauf dans certaines universités. C'est en cours. Voilà, c'est un beau sujet d'ailleurs. Alors maintenant, les 5 enjeux lourds ça ne change pas 2020 ou maintenant, c'est 5 enjeux pour l'emploi demain. La transformation numérique, enfin Michel, ça rejoint ce qu'on disait à l'instant sur cette importance de la transformation numérique. Donc les évolutions sont très lourdes là-dessus. Et en termes de réorganisation, de mode de travail, oui, nomade, décentralisé, donc ça va se développer. Mais en fait, le Covid n'a fait qu'accélérer en fait ce mouvement de fond. L'expérience client, encore avec le e-commerce là-dessus, où de plus en plus, il faut que tous les cadres soient à l'aise, j'allais dire fluent là-dessus. Et puis, il y a des nouveaux logiciels qui sortent sur les process de production. On avait fait une étude l'an dernier sur ingénieur conception mécanique. On voit bien qu'il y a il y a vraiment des nouveaux logiciels à maîtriser. Et puis après, il y a aussi en soft skill, d'ailleurs j'en parlerai tout à l'heure, parce que c'est pas qu'un terme à la mode, il y avait cette compétence d'attention. C'est assez compétence d'attention, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être partout pour pouvoir tout capter. Avec une génération qui est parfois un peu qui zappe, c'est pas le bon moment de perdre cette compétence. Donc ce qu'on appelle la digitalisation, ou en français le numérique. Voilà. C'est les PME sont toujours un peu j'allais dire à la ramasse, excusez-moi l'expression, mais bien évidemment on s'aperçoit que parfois il y a encore une entreprise, une PME sur deux qui a pas de site d'e-commerce aujourd'hui. Surtout avec la crise que nous traversons, c'est pas bon signe. Voilà. Ça va affecter profondément le marché du recrutement des cadres spécialisés, puisqu'il va falloir acquérir cette compétence. Et il faut vraiment pas passer à côté de ça. Franchement, on le voit aujourd'hui. Moi, dans le cadre de ma casquette de professionnalisation des collaborateurs, on crée il y a des outils d'animation, etc. Tout le monde n'arrive pas à suivre, quoi. C'est pas une question d'âge, c'est une question d'appétence, de
capter. On peut pas capter l'attention aujourd'hui des clients comme on le faisait avant, ou même des collaborateurs. Le PowerPoint, bon, ça fait longtemps qu'il y a eu un bouquin là-dessus, hein, le danger de PowerPoint. On a connu ça avec, c'était quoi, avec la NASA, qui a été en gros, qui a subi ça, puisque le PowerPoint hiérarchise inconsciemment les informations. Donc, il y a même des entreprises qui interdisent le PowerPoint. En tout cas, il y a des outils d'animation qui se développent et il ne faut pas passer à côté. Donc, vous ferez larguer dans 3 ans si vous ne suivez pas les nouvelles techniques d'animation, les nouvelles manières de parler avec les clients, etc. Redéfinition des compétences. Alors, la compétence, il va y avoir 25 définitions en France. Et notamment, moi, j'ai travaillé là-dessus avec un des papes, j'allais dire, de la compétence, avec Guy Le Boterf. Et d'ailleurs, on a travaillé ensemble à Grenoble là-dessus. La compétence, pour faire simple, c'est comment je mobilise savoir-faire, savoir-être. Et nous verrons qu'à travers les soft skills, ce qu'on appelle les soft skills, c'est en pleine évolution. Alors, ça ne change rien en tant qu'ingénieur, le fait d'avoir un métier, le cœur de métier, mais de plus en plus, on voit apparaître ces demandes des entreprises autour des soft skills. Je vais revenir après, hein, je vous ai fait un mapping pour vous le présenter. Là, c'est par rapport aux générations qui viennent, on s'aperçoit que ces espèces de liens hiérarchiques, on s'aperçoit que les cadres majoritairement n'ont pas de responsabilité hiérarchique. Vous voyez, donc on est quand même sur de l'expertise. Quand vous aurez le PowerPoint, je ne vais pas passer 3 heures là-dessus parce que je voudrais qu'on rentre un peu dans les questions. L'expertise métier, je viens de le dire, reste le socle, mais il y a cette volonté d'être plus dans le collaboratif. On est vraiment là-dessus, quoi. Voilà. Donc, on demande un peu le mouton à 5 pattes, toujours autant pour être polyvalent, mais en même temps quand même toujours spécialisé, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Là, donc je vous en parlais à l'instant, je vais le développer par la suite. Si tu veux intervenir, Stéphanie, tu me dis, parce que je pense que tu reçois beaucoup de cadres qui parfois des techs. Moi, j'en voyais beaucoup. Sur le papier, c'est parfois le problème pour certains, ce que j'appelle les techs, des ingénieurs. Souvent, et sur le papier, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de recrutement. Il n'y a aucune raison. Techniquement, ils sont très bons. Mais c'est un mode relationnel qui amène à travailler. Et après, je te passe la parole, Stéphanie. Et je voulais juste vous donner une expérience que j'ai vécue les années où j'ai monté uniquement pour des ingénieurs qui n'arrivaient pas à trouver de travail. J'ai monté une semaine avec des techniques théâtrales. Voilà, simplement, des techniques théâtrales. Et au bout d'une semaine, il y avait des modifications en termes de relations pour trouver du travail. Donc, on ne peut pas simplement dire je suis un expert, je suis le meilleur, ou je suis un thésard, j'ai fait ça, ça parle pour moi. Non, ce n'est pas suffisant aujourd'hui. Ça s'accompagne, quoi. Ce n'est pas 0 ou 1, quoi, en définitive. Alors, si tu me laisses la parole sur ce sujet-là, je dirais que ce n'est pas une question de est-ce qu'ils sont bons ou pas bons. Je pense que la question aujourd'hui, et justement, surtout avec Internet, la digitalisation, etc., c'est savoir se valoriser et optimiser sa visibilité sur les réseaux sociaux avant même d'entrer, c'est la première phase en fait du processus de recrutement. Donc, quand on postule, c'est savoir identifier les compétences fondamentales d'un poste et faire le lien avec les compétences et les connaissances qu'on a pu développer. Donc, en fait, souvent, effectivement, ils arrivent en se disant, alors c'est pas forcément ni les mines, ni les millions, c'est un peu tout le monde, avec la même difficulté finalement, qui est le travail, en fait, en règle générale, que les candidats font, c'est OK, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je connais, c'est ce qu'ils donnent à voir. Alors qu'en fait, l'idéal, ce serait plutôt de regarder le marché et d'essayer de comprendre finalement quelles sont les compétences fondamentales attendues pour un poste lambda donné, et ensuite faire ce lien vis-à-vis de soi. Donc, à partir du moment où ils ont compris ça, qu'ils soient tech ou pas tech, d'ailleurs, ça fonctionne. Et ça fonctionne vite. Voilà, c'est juste en fait un repositionnement, une focale un petit peu différente. Il faut comprendre comment sourcent les entreprises et répondre en fait à cette réalité. Et ensuite, derrière, avec un joli diplôme, normalement, il n'y a pas trop de soucis pour trouver. Il faut juste comprendre comment ça fonctionne. Il n'y avait pas de soucis.
Je crois qu'il faut quand même situer. Il faut un plan Marshall aujourd'hui dans ce pays, donc ça sera un peu plus long. Maintenant, en France, comme disait à l'instant Stéphanie, en France, quand vous avez un diplôme à Bac+5, il n'y a pas de, il y a pas de difficulté notoire. C'est pas Sauf, suffisant quand même. Parce qu'il y en a beaucoup, en fait, des personnes qui sont à Bac+5 avec un joli diplôme. C'est bien, c'est un gros plus. Clairement, c'est un gros plus de faire une belle école. Maintenant, ce que je suis en train de dire, et c'est ce que je dis effectivement, que ce soit aux jeunes diplômés ou pas, et même aux docteurs, aux doctorants qui ont aussi de très beaux diplômes, je leur dis, vous êtes en concurrence avec des gens qui sont comme vous. Donc, ça ne va pas être suffisant, en fait. Donc, cette notion de visibilité, de compréhension de l'attendu de l'entreprise pour un poste donné, et ce travail à faire sur soi pour pouvoir le valoriser et l'optimiser sur les réseaux sociaux professionnels ou sur les différents job boards, c'est crucial. Si on n'a pas compris ça, on peut effectivement passer à côté de beaucoup de choses. Voilà. Mais je les accompagne pour ça. Alors, une question, l'environnement, dans les 5 compétences clés, vous n'avez pas parlé de la problématique environnement qui on va parler. émerge. Alors, voilà. Je crois que oui, je vais revenir en arrière sur les différentes. Voilà. On a c'est le numérique, c'est indispensable aujourd'hui, que ce soit en tant que collaborateur, enfin que salarié ou en tant que pour les clients. La redéfinition des compétences, on va monter en puissance sur les soft skills. La différenciation de la promesse, si on est employeur, donc j'en parlais tout à l'heure en introduction en termes d'attractivité. Je crois qu'on en parle en matière d'environnement. Il me semble qu'on en parle dans la différenciation là-dessus, sur l'environnement. Mais c'est quoi la question, Michel, précisément? La question, c'est dans les 5 compétences clés, il n'y a pas trop de référence à l'environnement, alors que c'est vraiment une problématique qui émerge. Donc, le Shift Project, par exemple, milite pour ça dans l'éducation supérieure. Donc, est-ce que c'est un feu de paille? Oui, parce que lourde, voilà. Oui, dans les enquêtes, il y avait une enquête à l'APEC où on parle justement de cette donnée sur l'environnement. Il y a la dimension juridique qui monte en puissance. Il y avait la mondialisation avec la métropolisation, mais peut-être que là, ça va c'est remis en cause par rapport aux pandémies. Donc cette dimension environnementale, mais c'est dans une autre étude qu'on le cite, ça, effectivement. Et ça rejoint donc l'attractivité de l'entreprise pour aborder le sujet, quoi. Ok. Mais je ne sais pas si c'est dans cette étude-là Alors, sur l'enquête, le salaire, c'est ce qu'on a affiché sur le salaire. Maintenant, il y a une autre enquête qui est très, très bien, qui est faite par l'association des ingénieurs, qui donne vraiment plus précisément les salaires. Alors, par contre, l'enquête, elle est payante, je vous le signale. Bon, elle vous coûtera 10 €, mais bon, éventuellement. Mais bon, je le laisse si ça... Voilà, mais elle est beaucoup plus précise sur les différents types d'ingénieurs. Et ça sort tous les 2 ans normalement. C'est voilà. Ok. Alors, contrairement à ce qu'on pensait, les Français étaient jusqu'à présent les plus mobiles, les cadres les plus mobiles d'Europe. Puisque jusqu'à présent, les cadres français, tous les ans, il y avait 20% des cadres qui bougeaient. Alors, soit en interne, soit en externe. 8% en externe et le reste en interne. Avec souvent, les enquêtes nous montrent que c'est choisi. C'est vraiment c'est choisi. Donc là, nous pensons, c'est pour ça que Stéphanie connaît bien le sujet, c'est-à-dire qu'on pense qu'on aura moins on avait de l'ordre de plus de 50% de cadres en activité qui viennent nous voir. Puisque c'est de l'APEC, c'était, alors peut-être que ça va changer avec la situation, c'est essentiellement du conseil en gestion de carrière, en développement professionnel. Voilà. Et donc, et on avait identifié ces 20% de cadres qu'on pouvait accompagner à anticiper leur carrière. Peut-être que ça va changer. Vraiment, ces histoires de Covid remettent tout en cause. Hein. Vraiment tout en cause. Enfin, pour l'heure, moi, j'ai toujours beaucoup de personnes qui sont en poste. Hein. En vrai, je dois avoir 60% de mon portefeuille encore sur des personnes qui anticipent en fait une gestion. Et je pense que justement, cette crise actuelle
fait aussi en sorte que les personnes qui sont en poste essaient d'anticiper le gap d'après. Donc finalement, pour le moment, moi en tout cas, je n'ai pas vu de grosses différences. Maintenant, c'est vrai qu'on attend beaucoup plus de demandeurs d'emploi, bien évidemment. C'est ce qu'on observe aussi au niveau de nos associations d'alumni. On n'a pas un gros retour de demande d'accompagnement. Michel, tu confirmes? Oui, je confirme absolument. Surtout pour les ingénieurs, effectivement. Alors, il y a quand même une question là dans le chat qui mérite d'être signalée sur ce sujet. Une question de Valérie qui dit « Quel type de compétences développer et privilégier quand on a plus de 50 ans ?» Population. Oui, Stéphanie l'a abordé un peu tout à l'heure en disant qu'en termes de réseau, et puis anticiper, quoi. C'est la compétence à développer, c'est vraiment créer son réseau avec, on le voit bien sur, nous on fait du conseil là-dessus, hein, mettre son profil sur les réseaux sociaux. Alors le profil, c'est pas le CV, hein. Enfin nous on a ce qu'on appelle le profil à l'APEC, pour faire une image, ce serait le book d'un artiste, quoi. Je mets l'ensemble de mes compétences, mes réalisations, ce que je fais à côté. Enfin, avoir une approche réseaux sociaux, c'est pas une approche je balance mon CV. Et ça pour se montrer sur le marché, créer du lien. Faut pas créer du réseau quand c'est trop tard, quoi. Donc c'est anticiper, c'est ce que vient de dire Stéphanie. C'est vraiment créer son réseau pour être repéré comme étant l'experte, Valérie, je sais pas ce que vous faites, mais l'expert là-dessus, qui est pointu là-dessus, qui veut s'orienter là-dessus. Et à l'APEC, quand on fait on regarde ce que font nos clients entreprises, puisqu'on a 35 000 clients entreprises régulièrement, on va regarder les 300 et quelques mille profils que nous avons sur notre CV Tech. Plus le cadre met de compétences, plus le CV est regardé. Mais c'est pas je balance mon CV. Voilà. Plus vous mettez de compétences, plus vous mettez d'atouts, plus le CV est regardé. Donc ça correspond. Et pour bien comprendre, je vais un peu bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui à l'APEC, et le matching va s'améliorer. Et c'est important que vous le sachiez en termes de visibilité sur le marché. Donc aussi se mettre sur les CV Tech. Aujourd'hui, une entreprise de l'APEC tape une offre. Au moment où elle tape son offre, elle ne l'a pas encore validée. Elle voit apparaître les 10 meilleurs profils qui correspondent à sa recherche. Et si vous réactualisez régulièrement votre profil, il remonte dans la liste, puisque c'est une espèce de scoring, et avec une présentation sous forme de étoile d'araignée, là. Ça s'appelle quoi, le diagramme de Kiwatt, je crois. Et donc, voilà, faut bien comprendre ça. Aujourd'hui, on n'attend pas d'envoyer son CV. Vous pouvez déjà être repéré. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'un profil sur la candidate APEC, il peut être en anonyme. C'est-à-dire, je peux très bien mettre mes compétences sans m'afficher mon nom. J'ai pas envie que mon employeur le sache, ou je sais pas. Bon, on peut être en anonyme tout en étant visible sur le marché. Et ça permet aussi de se tester. Donc, par rapport à votre question, c'est aussi comment je teste. Et puis, il y a quand même aujourd'hui, par rapport à l'âge, là où ça s'écroule dans ce pays en termes de taux d'activité pour les cadres, de manière générale, c'est après 60 ans. Là, c'est vraiment, c'est une chute conséquente. Mais avant, ça se joue encore. Vous avez une expertise, on s'aperçoit notamment dans tout ce qui est système SIRH, quand vous avez la double compétence ressources humaines et puis informatique, l'âge, il y a moins de problèmes d'âge. Après, ça n'a pas changé. Stéphanie va confirmer ce que je dis. On recherche toujours le mouton à 5 pattes, 45 ans, bac plus 15, et qui va tout nous faire. Enfin, voilà. Alors, Stéphanie, elle dit que la compétence donc, de développer son réseau, en fait, elle est bonne à n'importe quel âge. Hein. C'est dès le départ, en fait, qu'il faut développer cette compétence-là. Et ce n'est pas spécifique, en fait, aux personnes de plus de 50 ans. Je pense que… alors, j'ai du mal à répondre à cette question, et en même temps, oui et non. Alors, je vous explique pourquoi. C'est-à-dire que je trouve que c'est toujours très compliqué de faire des généralités. On n'est jamais assez précis et je pense que c'est pas bon justement de faire de trop grandes généralités en vous disant c'est telle compétence, voilà, vous l'inscrivez sur votre CV, ce sera bon, à partir de 50 ans, c'est bon, écrivez-la et vous serez attractif. Je trouve que c'est un peu trop simplifié.
Pourquoi? Parce qu'encore une fois, moi, je pense qu'aujourd'hui, et de plus en plus, quand on fait une candidature, la candidature, c'est plus le storytelling, en fait, de savoir tout ce que nous avons fait, par où on est passé, etc., mais c'est plutôt une candidature argumentative pour un poste donné. Donc, vous voyez bien que pouvoir identifier la compétence clé à mettre en avant, ça va tout à fait dépendre du poste que vous visez. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, effectivement, il y a toujours des mythes. Je me souviens d'un MOOC à Lyon que j'avais fait à l'époque, je crois que c'était en 2013. C'était le MOOC effectuation et j'avais adoré ce MOOC-là parce que l'idée, c'était de démystifier des choses. Et effectivement, on a des mythes sur la personne de 50 ans et plus, en tout cas des seniors. Après, est-ce que c'est 50, 43, peu importe. Et je pense que ce qui est important quand on est candidat à cet âge-là, c'est de montrer sa flexibilité, en fait. Sa flexibilité, son agilité. De montrer qu'on peut changer de logiciel, qu'on peut changer de sujet. Et je pense que sans mal le vivre. Je pense que ça, c'est vraiment une compétence à mettre en avant, une posture, un savoir-être quelque part. Et enfin, que ce soit 50 ans ou même avant, il y a effectivement cette capacité, cette compétence à utiliser de manière fluide les outils digitaux aujourd'hui. Moi, j'ai effectivement des fois des personnes de plus de 50 ans dans mon bureau, et là où le bas blesse, c'est quand même là. Voilà. Donc, je pense que flexibilité et digitalisation, voilà, utilisation de ces réseaux-là. Voilà. Oui, parce que ça passe, je suis en train de regarder déjà. Recherche de sens et d'équilibre, ça c'est une tendance lourde des cadres aujourd'hui. Donc, ça, par rapport aux questions tout à l'heure de Michel, donc c'est aussi une manière de sur l'environnement, l'attractivité, la délocalisation, etc. On est quand même là-dessus aussi. Si on veut attirer les talents, bon, le revenu, bien évidemment, mais il y a quand même ça progresse énormément en termes de qualité de vie. Donc ça, c'est très, très, très fort aujourd'hui. On voit beaucoup de cadres, nous, qui ont 3 à 5 ans d'expérience, qui reviennent dans nos bureaux et qui sont en recherche de sens. Voilà. Bon, après, en fait, ils sont pas du tout heureux d'être dans l'entreprise dans laquelle ils bossent. Donc, du coup, c'est une tendance très, très forte, hein, très, très lourde, ça. Donc, quitte à faire complètement autre chose. Hein. Donc, la qualité de vie comme critère essentiel de choix en cas de changement de région. Donc, bien évidemment, il y a des régions très, très demandées. Je parlais de la Bretagne, mais on a aussi Après, il y a l'héliotropisme, hein, donc on va aller vers le sud, mais le sud sur Montpellier ou le sud sur Marseille, où il y a pas... Le PACA, c'est 7% de l'emploi cadre. Hein. Et c'est concentré entre Nice, qui vit des moments difficiles, il y a Amadeus, vous savez, Amadeus, c'est tout ce qui est réservation d'avion, tout ça, voilà, c'est des moments difficiles. Vous avez un petit bassin sur Toulon, et puis vous avez le bassin Marseille-Aubagne, et puis il y a sur Aix-en-Provence, Marignane, puisqu'il y a les hélicoptères avec l'ancien Eurocopter. Bon, il y a des commandes, donc ça va encore, mais ça va. Voilà. Mais c'est 7% de l'emploi cadre. Hein. Alors, quand on a un couple de cadres, c'est extrêmement difficile de se déplacer les deux en même temps. Donc, il faut vraiment réfléchir à ce qu'on fait. D'où tout à l'heure mon chiffre sur le PIB de l'Île-de-France. Sachant qu'Île-de-France, en superficie, la moitié, c'est la Seine-et-Marne. La Fertier-sous-Jouarre, enfin, j'ai rien contre la Fertier-sous-Jouarre, Provins ou Fontainebleau, c'est pas là, il y a le plus d'emplois. Hein. Ok, donc je vais aller plus vite. La prise en compte des inégalités, ça monte en puissance à travers les médias. Donc il y a vraiment cette volonté d'arriver à l'égalité sur la mobilité, sur les salaires, etc. Et on en parlait, la mobilité professionnelle est nettement moins fréquente chez les cadres seniors. Je vous ai expliqué pourquoi, parce que c'est quand même plus difficile. On vient de l'évoquer ensemble. Hein. Et puis l'inégalité en termes de salaire qui est en train de se réduire avec la loi, mais on n'est pas encore à égalité. 16% d'écart en médiane entre les femmes et les hommes. C'est assez encore impressionnant de voir cet écart. On y travaille à l'APEC, nous, hein, de combler cet écart. Voilà. L'index, j'en parlais à l'instant, là, il y a une loi sur l'index d'égalité qui s'est mis en place, que ça aura un impact. Ça n'a pas l'air de bouger des masses pour l'instant, hein, d'après les dernières enquêtes.
Voilà, en résumé, pour les cadres, maîtriser la gestion de projet qui devient incontournable pour tous les postes. Ça, c'est vraiment surtout. Oser postuler même si on ne correspond pas parfaitement au profil recherché. On vient de l'évoquer, on va le voir après à travers les compétences. Oser négocier son salaire. Et là-dessus, on a des simulateurs. Alors, si c'est pour vous rendre service, on a des simulateurs de salaire, de rémunération sur le site de l'APEC. D'ailleurs, on a aussi un simulateur d'entretien de recrutement. On peut faire... alors, on a un simulateur d'entretien, mais on a aussi des prestations. On peut très bien, si vous avez un rendez-vous en entreprise la semaine prochaine, on peut très bien faire un entretien visio d'1 heure pour vous entraîner. C'est des prestations, bien sûr, gratuites. Ça, normalement, l'APEC s'engage dans les 5 jours à vous contacter. Vous pouvez aussi, si vous voulez déménager, vous pouvez aller sur ce qu'on appelle Data Card, qui est un simulateur comment dire, d'emploi sur des zones d'emploi. Zone d'emploi au sens zone d'emploi, c'est entre la résidence et le lieu de travail. Hein, une zone d'emploi en termes statistiques. Et donc là, vous pouvez faire des recherches là-dessus et comparer. Donc il y a vraiment tous les outils pour anticiper sa mobilité, pour réfléchir à une mobilité professionnelle, soit géographique, soit en termes de poste. Oui, je voulais juste revenir sur le simulateur de salaire de l'APEC. Le simulateur de salaire, il simule un salaire de base. La négociation, c'est ce qu'on demande généralement au-dessus. Quand j'ai des personnes qui viennent et qui souhaitent négocier leur salaire, c'est bien effectivement de connaître la base, mais c'est surtout quels arguments je peux donner pour pouvoir avoir un salaire supérieur. Voilà. Pour les entreprises, donc on vient de le voir ensemble, optimiser ces canaux digitaux, parce qu'en fait, les dirigeants sont pas mieux lotis en termes j'allais dire, en termes de mindset, enfin, comment dire, sont pas forcément au même aussi bons que les cadres. Valoriser dans les objectifs les cadres par rapport à leur réalisation. Il y a de plus en plus de collaboratifs, il faut le valoriser. Et bien définir son identité d'employeur pour attirer les candidats. Alors à l'APEC, on a des équipes aussi de consultants dont leur travail, c'est uniquement la relation entreprise. Et donc, on a des offres de services où on explique aux entreprises comment attirer les candidats, quoi. Et on a vraiment 2 équipes. Il y a la plus grosse équipe, c'est le travail de consultant en développement professionnel, donc le travail qui est présenté. Et puis, il y a aussi une équipe, alors beaucoup moins de consultants, de consultants entreprises. Voilà, et notre business, nous, c'est de faire de la mise en relation. Voilà, donc, on monte des événementiels. Avec Stéphanie, on est en train de monter des événementiels on en parlait tout à l'heure en introduction avec Michel sur les doctorants, les docteurs. On est en train de monter des choses comme ça pour matcher le plus rapidement possible sur les profils. Une question très technique, pardonnez-moi Yannick, est-ce qu'il y a des certificats de compétences sur la gestion de projet? Est-ce que c'est un plus? Voilà. Ouais. Oui, c'est un plus, hein, clairement. Oui, c'est un plus. C'est vraiment c'est un plus. Il y a le MOOC gestion de projet, je ne sais plus par qui il a été fait, je crois que c'est Centrale Lille, qui est assez bien vu de la part des recruteurs, vraiment. Je ne sais même plus, ils doivent être à leur 17e session ou quelque chose comme ça, c'est assez énorme. Après, je crois que j'ai vu la question, il me semble. Certification PMP, PMI, oui, mais ça dépend encore Oui, c'est un plus. Après, vous voyez la différence entre le plus et le fondamental, quoi. C'est la différence qu'il y a entre les compétences fondamentales et l'atout, le point clé qui fait qu'on va faire la différence en shortlist. Mais il n'y a pas que ça, finalement, qui entre en ligne de compte dans le choix du recruteur. Donc après, c'est quel niveau, vous, de précision vous allez vouloir donner à votre profil pour le poste qui vous intéresse. Tout est là. Ça me fait rebondir sur la réforme de la formation professionnelle avec la création de notamment France Compétences. On voit bien que maintenant, il y a une réforme au niveau des fichiers RNCP. Et donc maintenant, quand vous avez une réflexion en termes de formation, allez sur les fichiers RNCP. Enfin, les fichiers RNCP, c'est surtout pour les diplômes. Et puis, il y a ce qu'on appelle le répertoire spécifique. Et là, à mon avis, c'est là que vous allez retrouver des certificats. C'est pas un diplôme, hein, c'est vraiment, je sais pas, une spécialisation Microsoft, etc. Donc, c'est là-dessus. Mais
s'ils sont enregistrés au RNCP, au répertoire national des certifications professionnelles, c'est que normalement, c'est bordé. Hein. Voilà, donc il faudrait faire ce travail-là. Ce que je voulais vous alerter, puisque nous, on voit des cas qui ne l'ont pas encore fait, donc là, ça s'est reporté jusqu'au 30 juin de cette année. Transformez votre DIF en mettant sur votre compte personnel de formation, puisque c'était, vous savez, au départ, c'était en horaire, maintenant, c'est en financement, donc c'est 120 heures maximum à 15 €. Ça vous fait 1 800 € quand même. Hein. Donc, vous avez jusqu'au 30 juin, ça a été… vraiment, c'était fini à la fin de l'année dernière. Hein. Donc, transformez vos… Alors, je vous le dis parce que c'est pas si… J'ai fait l'expérience, allez sur le compte personnel. Alors, je vous ai mis des liens, il me semble. Voilà. Non, je vous ai mis là. Mon compte formation, allez-y dessus, créez-le, identifiez-vous et enregistrez votre DIF. C'est pas fluent. Hein. Enfin, moi, j'ai trouvé ça pas facile. Je pensais être inscrit. Ah bon, je vous invite à le faire. Sinon, ce serait dommage que vous passiez à côté de 1 800 € si vous ne l'avez pas fait. Ok. Donc, et on parlait de formation, donc ça tombe bien puisque je vous invite aussi à aller sur France Compétences, puisque France Compétences régulièrement sort l'ensemble des fiches métiers sur des métiers demandés. Donc, ça peut être important d'aller voir régulièrement ce qui va sortir par rapport à la crise actuelle. Donc, il y a France Compétences a l'intérêt pour l'évolution des métiers et voir quel type de formation vous pourriez faire. Et puis, il y a le compte formation, votre compte de formation absolument à compléter avec le DIF. Après, ça sera perdu. Hein. D'accord ? Voilà. Donc, je vous ai mis les liens, comme ça, vous les aurez. Éventuellement, pareil, si vous voulez, vous avez un projet de formation, etc., où il faut savoir par quel OPCO, il y a eu la réforme des OPCA, ce sont devenus les OPCO. Pour trouver à quel OPCO vous correspondez, je vous ai mis aussi le lien qui permet de pouvoir après éventuellement trouver des financements. Ok. Donc, on va rentrer dans la compétence et le bloc de compétences. Donc, ça, c'est hyper important pour les cadres avec la réforme du 5 mars 2014 et surtout, il y a la loi de 2018 sur choisir mon évolution professionnelle. Donc, c'est hyper important. Donc, ça, je me répète, mais c'est sur les fiches RNCP où vous aurez vraiment un descriptif des référentiels d'activité, vraiment qui décrit les situations de travail. Okay. Il y a le descriptif aussi de compétences, qui identifie les compétences. Il y a le référentiel d'évaluation sur les critères d'évaluation. Et puis, il y a ces fameux blocs de compétences. C'est là où, tout à l'heure, on en parlait avec Michel, quand on posait la question, Michel, où je trouve que les universités sont vraiment très en retard, quoi. Tant mieux pour les écoles de commerce, hein. Enfin, pour les commerces, les business schools, quoi. Voilà. C'est un impact important parce que j'ai bossé avec Kedge. Et Kedge, ils sont à Marseille et à Bordeaux. Et il y avait financé par un OPCO, qui finançait une formation en bloc de compétences. Donc, des cadres qui étaient en recherche de travail pouvaient intégrer, ils n'avaient rien payé, financé par une fois c'était le FAFIEC, et après c'était AGFOS PME, c'était encore du cadre. Donc c'était financé par, alors, il y avait Pôle emploi qui mettait 1 €, alors c'est au titre des POEI et POEC, et donc ils pouvaient se former, rentrer dans une entreprise et obtenir un bloc de compétences. Un bloc de compétences, c'est certifiant. C'est-à-dire, c'est même c'est du bon pour le business parce qu'en fait, c'est même un produit d'appel, quoi. Vous faites un premier bloc un bloc de compétences. Ça peut, une fois que vous avez additionné l'ensemble des blocs, vous avez un diplôme. Donc, moi, je milite fortement là-dessus parce que c'est vraiment le produit, à mon avis, idéal pour les cadres. Et ça permet éventuellement même de glisser sur autre chose en termes d'évolution professionnelle. Donc, les blocs de compétences, c'est quoi? Parce que faut quand même vous le montrer. Donc, j'ai repris la définition qui avait été écrite par France Compétences. Donc, c'est vraiment, alors pour simple, je ne vais pas vous relire ça, je vous le communiquerai. En gros, demain, moi, je veux être manager. J'ai jamais été manager. J'ai jamais fait de gestion de budget, j'ai pas géré d'équipe, j'ai pas géré de projet, on en parlait à l'instant,
est-ce qu'il y a un bloc de compétences qui me permet de faire du management digital, par exemple? C'est ce que faisait d'ailleurs Kedge. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais faire pour compléter ma formation? Donc, j'ai un bloc. Ce bloc, après, je pourrais éventuellement le compléter pour avoir un diplôme, mais pas nécessairement. Pour moi, c'est un peu la résultante de ce que je voyais qui est monté en force dans les CV et qui était reconnu par les entreprises. C'était le fait d'avoir fait des MOOC. Et je trouve, maintenant, on les regarde, les MOOC. Je veux dire, les personnes qui sont en permanence en train de s'auto-former, c'est vu et c'est bien vu, bien évidemment, quoi. Puisqu'en général, vous avez un certificat à la fin du MOOC. Si vous passez par Fun, hein, là où il y a tous les MOOC universitaires, il y a des MOOC extraordinaires, enfin, sur tous les sujets. Hein. Mais c'est vraiment, et ça prend de la valeur pour des PME, PMI qui connaissent pas forcément le diplôme de ceci, de cela. Ils voient que la personne est toute en permanence en agilité, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec Stéphanie, ils sont permanents en agilité, ils sont en permanence en veille sur leurs compétences et c'est important de pouvoir le faire. Voilà. Ouais, encore faut-il que ce soit vraiment en lien avec la cible. Hein. Parce qu'en fait, ça peut aussi, on peut faire plein de MOOC, je pense qu'on est beaucoup à en faire plein sur des sujets complètement différents, mais en tout cas, à donner à voir aux recruteurs, il faut quand même qu'il y ait une cohérence par rapport au projet professionnel. Oui, c'est vrai que je ne parlais pas du MOOC que j'ai fait sur le trail, hein, par exemple. Je ne vais pas en parler. Très bon MOOC par l'université de Toulouse. Mais vous avez tout, hein, sur les MOOC sur Fun. Ça veut dire quoi, Fun, déjà? C'est université numérique. Il y a vraiment de tout. Il y a l'école de guerre, il y a des formations en génie. Voilà, il y a vraiment de tout. C'est vraiment... Il faut vraiment il me semble quand même qu'il faut aller voir ce qu'il y a derrière. Hein. OK? Ce que je vous ai mis là, on en parlait tout à l'heure en introduction. Je vous ai fait, ça je l'ai inventé. Je vous ai mis justement, ça veut dire quoi les soft skills aujourd'hui? Parce qu'on n'arrête pas de nous massiner avec ça. Le cœur de compétences, c'est bien évidemment votre technicité, mais de plus en plus, on parle de soft skills, de compétences transversales, de savoir-être. Donc, je l'ai mis comme ça. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai comparé différentes études. Il y a une étude à partir d'offres d'emploi, métiers, industrie et bâtiments. L'APEC, on a signé un accord dans le cadre d'un PIA3, programme d'investissement d'avenir, avec le CESI. Donc, pendant 10 ans, nous allons travailler avec eux sur justement l'évolution des métiers de l'industrie et du bâtiment. Et donc là, on a été très, très triviaux, j'allais dire. Nous avons pris les offres sur 4 ans, et puis on a regardé si effectivement, de plus en plus, il y avait des demandes de la part des entrepreneurs sur des dimensions de savoir-être. Et effectivement, on a vu que ça avait monté en puissance. Mais derrière, quel type de soft skill est demandé? Donc, je vous les ai mis là et je vous ai mis des définitions. Et puis, donc, efficace, bon relationnel, créatif, force de proposition. Moi, je cherche pas, j'ai voulu après chercher, j'ai cherché à dire, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Donc, j'ai mis des définitions. Et puis, j'ai découvert dans le Harvard Business Review, alors Harvard Business Review, c'est aussi une revue, alors elle est en français maintenant, c'est de la, ils collectent des études, c'est pas le magazine bon, vous connaissez tous ces magazines, c'est pas de la troisième main, quoi, c'est pas du truc, c'est vraiment c'est tiré des études. Et donc, je me suis aperçu qu'ils avaient fait un numéro spécial curiosité. Donc, ça va dans le sens de ce que nous, on voit à travers nos études, les offres. Créatif, qu'est-ce que ça veut dire en termes de curiosité? Et donc là, alors c'est magnifique, je pense, c'est même quasiment poétique. Sensibilité au manque, alors quand on est en Covid, voilà. Exploration joyeuse, curiosité sociale, tolérance au stress et recherche de frissons. Voilà. Donc, je vous ai mis ces définitions-là. Voilà. Et en parallèle, j'ai mis une étude sur les soft skills faite par le CEREC. Alors, les soft skills CEREC, elles sont aussi par rapport à ses collègues. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, l'estime de soi, elle est réussir aussi bien que collègue d'un point de vue professionnel et personnel. Et on voit des correspondances. Là, si je prends la passion, le fameux GRUT, on le retrouve dans les offres d'emploi diffusées à l'APEC. Si vous voulez aller plus loin là-dessus, là, sur la passion, je vous conseille une vidéo il y a un travail d'une
je crois que c'est une coréenne, enfin une américaine d'origine, en tout cas asiatique, qui a écrit des bouquins là-dessus. Hein. Il a fait des vidéos. Elle a écrit un bouquin sur la valeur prédictive de réussite à West Point. Voilà. Donc c'est pas forcément à West Point. Alors c'est l'armée américaine. Ils sont aussi bons physiquement qu'intellectuellement. Et pourtant, ce qui fait la différence, c'est la passion. Voilà. Et je pense que c'est aussi un élément à faire passer quand on cherche du travail ou qu'on veut rebondir. Je vois trop de cadres qui ne font pas passer la passion par rapport à l'entreprise dans laquelle ils vont, au produit de l'entreprise. Voilà, ça se joue aussi là-dessus, quoi. Vous avez affaire à des personnes qui aiment leur entreprise et leurs produits. Donc, il faut aussi communiquer là-dessus, quoi. Pas simplement dire, voilà, votre chiffre d'affaires, machin, etc. C'est connaître le produit, quoi. Voilà. Donc, voilà, je vous ai fait ce comparatif-là. Voilà. Et on dit, alors, c'est pas facile de faire ça sous forme de map parce que c'est pas le savoir-être en soi. Il est pris dans des ressources de la connaissance, du savoir, du savoir-faire. J'ai expérimenté. Et puis, bien évidemment, après, comment je le mets en œuvre dans mes relations. Mais c'est vraiment très très fort, hein, c'est une tendance très très forte. C'est pas franco-français parce que j'ai vu un truc sur une étude sur la Silicon Valley où ils en parlaient aussi des soft skills. Donc c'est pas une lubie franco-française, d'accord. Et puis bon là je vais pas. Oh là, j'ai perdu mon truc, non? Voilà. Et puis je vous ai mis, vous verrez après, j'ai mis des définitions pour derrière qu'est-ce qu'on entend par savoir-faire, etc. Et puis j'ai voulu vous mettre quand même en conclusion. Souvent, c'est la compétence est-elle suffisante? Donc c'est pour ça j'ai tiré ça d'un bouquin d'une personne, Monique Pierson, qui avait écrit un bouquin. Et si on était aussi heureux au travail? C'est quand même une bonne question, hein. Enfin une bonne proposition. Et donc ce qui fait vraiment l'intérêt, c'est l'implication et la compétence. Parce qu'on peut être très, très compétent et s'ennuyer, ou on peut ne pas avoir toute la compétence, mais être excité par le fait d'apprendre. Alors, donc voilà, je vous ai repris cette grille, cette matrice. Et vous voyez, là, quand on est hautement compétent et hautement impliqué, c'est l'énergie. On appelle ça aussi le flow, quoi. Je suis vraiment dans le flow. Ça nous arrive tous, enfin j'espère que ça soit aussi bien d'un point de vue personnel que professionnel. Au moment donné, on est bien, quoi. Ça roule, quoi. Ça glisse, quoi. C'est bon, quoi. Donc voilà, c'est pas tout d'être compétent. Faut-il encore être heureux au travail, quoi. Voilà. Ok. Ce que je vous ai mis, alors aujourd'hui quand même, la situation étant difficile d'un point de vue économique, donc il y a quand même des possibilités de se former. C'est l'idée générale du gouvernement, hein. C'est vraiment ne pas licencier, c'est se former. Donc on a vu le chômage partiel longue durée, on a vu le chômage partiel. C'est vraiment cette volonté-là. Donc il faut vraiment réfléchir à votre formation. Comment la plupart, voilà, il y a des possibilités de pouvoir rebondir. Donc, je vous ai mis ça aussi là-dessus. Donc, la transition pro qui existe et qui permet, encore une fois, c'est important à mon avis de pouvoir voir des consultants de l'APEC en amont, comme Stéphanie, qui permettent de bien cerner les problèmes. D'avoir un regard externe, c'est toujours utile, hein. Nous, on le voit, par exemple, sur tout ce qui est volonté de création d'entreprise. Genre, entre la création d'entreprise en France et le passage à l'acte, je crois que c'est à 8% des personnes qui passent à l'acte. Mais en tout cas, nous, on n'est pas là pour dire votre business plan, il est bon, l'étude de marché, elle est bonne. Non, on est là pour faire l'adéquation entre l'environnement, vos motivations, vos valeurs, et puis le projet. C'est là-dessus. Et d'avoir un regard externe, parce que se faire conseiller par sa famille ou ses proches, je ne déconseille pas, mais passer par un regard externe. Stéphanie pourrait vous le dire. C'est nécessaire, c'est même plus une envie. Elle n'est pas là pour faire plaisir. Ah non, moi non. On n'est pas là pour faire plaisir. Donc, moi, j'avais l'habitude, quand je faisais du conseil dans une vie antérieure, de dire que quand on vient à l'APEC, c'est une bulle de gratuité, parce que c'est gratuit, l'APEC. Mais aussi, c'est gratuit. C'est-à-dire que l'expression, c'est gratuit, ce qu'il me dit. Oui, je ne suis pas là pour vous faire plaisir.
faire plaisir, c'est pas rendre service aux gens, quoi. Donc, on est vraiment là, voilà, c'est une bulle de gratuité. On va vous dire les choses. Alors après, je crois, après, on m'a expliqué qu'il me semble qu'en psychanalyse, on parle de bulle de neutralité. Ouais. Ouais, on est neutre. Alors, on n'est pas là pour faire plaisir, mais on n'est pas là pour le contraire non plus, hein, vous inquiétez pas. On est là non, on n'a pas fait. challenger, Pas ça. on est là pour challenger le projet. On est là pour le challenger sur une chose qui paraissait un peu floue finalement, qui est de jauger la commission paritaire en fait jauge le caractère réel et sérieux d'un projet. Et en fait, ça veut dire quoi derrière? Vous voyez, il y a énormément de questions sur qu'est-ce que la commission estime réel et sérieux comme type de projet. Et moi, j'ai eu même des projets qui peuvent a priori paraître un peu loufoques, comme une création d'écoles de théâtre, enfin des choses complètement, voilà, un peu loufoques. Et pour autant, la démonstration, l'argumentation qui a été challengée lors de l'accompagnement CEP a fait que les dossiers sont passés. Donc en fait, c'est vraiment ça. Ce sont des dossiers argumentatifs où on va essayer de challenger les motivations, les compétences. Est-ce que la personne est bien consciente de ce que ça signifie, cette transition professionnelle pour elle, son impact dans sa vie privée, etc. Donc, c'est ni pour faire plaisir, ni rien, mais en tout cas, voilà, mettre tout en œuvre pour que le projet passe. Vous avez parlé de CEP, est-ce que vous pouvez préciser pour ceux qui ne connaissent pas de quoi il en retourne? Oui, c'est le Conseil en évolution professionnelle, d'ailleurs qui est né, c'est la même loi que la loi sur les blocs de compétences, 5 mars 2014. En 2014, l'État décide de créer ce qu'on appelle le Conseil en évolution professionnelle avec 5 opérateurs. Pôle emploi, les missions locales, les Cap emploi pour les handicapés, il y avait les fonds GESIF à l'époque et l'APEC. Alors, historiquement, la première fois, l'APEC est dans un texte de loi. Donc, depuis, les fonds GESIF ont disparu, c'est devenu les CEPIR. Mais comme ils se sont rendus compte qu'il y avait quelqu'un qui avait pensé à créer le CEPIR, il y a quand même des mecs qui réfléchissent à ça. Donc, ils l'ont transformé en transition pro, c'est ça? Transition pro, ouais. Voilà. Et c'est en fait, donc aujourd'hui, un cadre, il y a aussi les opérateurs privés. OK. Mais pour les cadres, il vient à l'APEC et il peut réfléchir. Alors, si on est sur ce type voilà, un cadre qui veut démissionner pour se reconvertir ou créer une entreprise, il peut bénéficier, la loi lui permet de bénéficier du chômage. OK ? C'était un engagement de Macron et donc l'ordonnance est sortie le 1er novembre l'an dernier. Donc, c'est quand même assez récent. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut bien qu'il y ait un travail, ce que disait à l'instant Stéphanie, qui est vraiment un caractère réel et sérieux du projet professionnel. Et ça, c'est validé après par ces anciens fonds GESIF, on va dire. OK? Qui d'ici, voilà. L'exemple de Stéphanie, c'était voilà, nous on est là pour vérifier que tout le process, le cahier des charges est respecté. C'est pas nous qui allons vérifier le business plan ou étude de marché. Alors je le disais, on est là vraiment pour accompagner les cas dans leur réflexion et dans le cahier des charges. Après, ça va être Transition Pro qui va dire OK, on estime que c'est bon. Et à ce moment-là, la personne peut se mettre dans sa démarche de réflexion, de création, tout en bénéficiant du chômage. C'est quand même pas neutre, hein, je veux dire, si vous voulez rebondir demain. Stéphanie, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je ne sais pas. Oui, il y a le CEP d'émission, donc effectivement, conseil en évolution professionnelle, c'est que toute personne, en fait, a le droit à être conseillée dans sa gestion de carrière. Donc, effectivement, ça a été institué par ce fameux CEP. Effectivement, nous, en tant qu'APEC, on est plutôt là pour les personnes qui sont cadres, qui ont le statut cadre, donc en poste ou pas. Là, en l'occurrence, on est plutôt sur des personnes qui sont en poste, puisqu'on parle bien de CEP d'émission. Donc, forcément, il faut que la personne soit en poste, sinon on ne peut pas y avoir accès. Maintenant, les critères, il y a des critères qui sont quand même assez importants, notamment la continuité sur 5 années. C'est un critère administratif, mais qui est finalement pas si simple que ça à avoir. Et s'il n'y est pas, de toute façon, le process ne continue pas. Et ensuite, effectivement, si ce process-là est avéré juste, en tout cas ce critère-là plus exactement est avéré juste, effectivement, l'idée, c'est d'argumenter sur la cohérence et la pertinence en fait, de son projet professionnel pour reconversion, création, mais également pour formation.
C'est-à-dire que vous pouvez très bien être ingénieur depuis 6 ans chez Total, admettons, et puis finalement, vous vous dites, finalement, je ferais bien un master 2 RH parce que je veux telle ou telle autre chose, voilà. Et là, dans ces cas-là, on peut travailler ce CEP d'émission pour formation. Il y a 2 modèles. Une question sur le CEP, est-il ouvert au retour d'expatriation? Ouais. Et d'une façon générale, est-ce que tous les services APEC que vous mentionnez sont ouverts aux gens qui reviennent d'expatriation? Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Alors, quand je dis on parle du CEP, c'est parce que c'est obligatoire. Hein, parce que je crois que je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est-à-dire que la loi dit que si vous voulez démissionner pour création ou reconversion, il faut passer obligatoirement par du conseil en évolution pro. Il n'y a pas le choix. Donc, c'est le premier point. Après, l'APEC, nous sommes… alors, c'est vrai que l'APEC existe depuis plus de 50, enfin, il est né en 66, l'APEC. On a eu des passages où on était très exigeants, les dossiers d'inscription, ben, ça va, ça se va très, très vite. Et bien évidemment, quelqu'un qui vient à l'APEC, qui est écart, on le prend, quoi. Je veux dire, alors, c'est le cadre ou même, parce qu'on a aussi beaucoup de diplômés qui sont malheureusement pas cadres, qui commencent en tant qu'agents de maîtrise, hein. Mais à partir du moment où ils ont un niveau suffisant de diplôme, on les prend quand même, parce que ça arrive aussi. Hein. Ouais. L'APEC, on prend… L'APEC, statutairement, on suit à partir du bac plus 3, validé. Voilà, ça c'est le mandat de service public de l'APEC à partir du bac plus 3. Voilà. Donc, il n'y a pas de… Alors, une question sur que recommandez-vous pour les chômeurs qui souhaitent se former pour pouvoir se reconvertir vers un métier plus porteur d'emploi? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on recommande? Quel est le processus que vous recommandez de suivre pour des gens au chômage qui souhaiteraient pouvoir changer de métier ou de secteur d'activité? Alors, moi, je dirais, en cohérence avec ce qu'on vient de voir ensemble, si elle n'a pas vraiment d'idée, qu'elle aille sur France Compétences, d'où le lien que j'ai mis sur France Compétences, sur les métiers. Après, par rapport à la cohérence, par rapport à la slide sur passion et compétences, c'est qu'elle regarde ce qui vraiment lui parle, parce que quand on crée l'entreprise ou quand on se repositionne, etc., si vous n'avez pas la motivation et ça ne correspond pas à vos valeurs, ça va être très, très difficile. Ça, c'est deux points d'entrée. C'est après d'échanger avec un consultant comme Stéphanie, parce que avoir un regard extérieur, une sorte de bilan de compétences, c'est toujours intéressant, parce que chacun d'entre nous, on pense que ce que nous faisons, tout le monde fait pareil. Et que les compétences que j'ai acquises, c'est les mêmes. Non, en fait, on s'aperçoit que quand on met à plat dans le cadre d'un bilan, on s'aperçoit que non, j'ai développé des compétences qui ne sont pas celles de mon voisin. Voilà. Et d'avoir un regard externe, c'est vraiment très important. On s'en aperçoit. Alors maintenant, l'APEC ne fait plus de bilan de compétences, mais quand on faisait des bilans de compétences, d'ailleurs, en général, c'est vers 40-45 ans, ça arrive, les personnes ne se rendent pas compte, en fait. Elles se rendent suffisamment compte de ce qu'elles ont développé comme nouvelles compétences. Voilà. Alors, tu veux compléter? Ouais. Alors, moi, je dirais autre chose. C'est mon côté terrain en même temps. Donc, une personne qui est au chômage et qui souhaite effectivement se former pour, j'ai envie de dire, un métier qui a de l'avenir, je dirais que dans un premier temps, il faudrait mieux qu'elle vienne effectivement nous voir pour challenger justement ce projet-là, déjà. Est-ce qu'il est faisable ou pas? Parce qu'il y a quand même des choses qui sont infaisables. Je pensais par exemple à qui sont infaisables, ou alors il faut mettre 5 ans. Par exemple, si vous voulez devenir psychologue, il va falloir reprendre 5 années d'études. Hein. On ne peut pas le faire comme ça, juste avec un certificat. Donc, je pense que la première chose, c'est de venir, de challenger le projet, d'être sûr en fait avec la cible ou les cibles envisagées, et ensuite de faire cette adéquation avec finalement ce que la personne a déjà et qu'elle peut donner à voir et ce qui lui manque. Et ensuite, ce qui lui manque, il faudra effectivement qu'on réfléchisse à quelle est la formation la plus adéquate, et ça peut être certes un M2, mais ça peut être aussi des formations beaucoup plus courtes. Et pour être tout à fait honnête avec vous, ce que je dis souvent à mes cadres,
c'est d'aller faire ce qu'on appelle des enquêtes métiers. Donc, en fait, c'est d'aller, plutôt que de choisir une formation très, très vite comme ça, sans savoir finalement si elle a pignon sur rue dans le domaine d'activité qui l'intéresse, c'est d'aller discuter avec des personnes dans ce domaine d'activité, dans ce secteur d'activité, qui, voire éventuellement, exercent ce métier-là, pour savoir finalement si la formation qu'elles envisagent est intéressante ou pas. Vous voyez ? Donc, pour moi, il y a une grosse phase d'enquête métier. Et pour ça, on a des solutions. On a développé des outils à l'APEC par rapport à ce que dit à l'instant Stéphanie, c'est-à-dire que l'enquête métier, en fait, quand des cadres viennent nous voir, on leur donne accès à des communautés entre pairs à travers ce qu'on appelle des sphères. Le produit s'appelle Waller. Et ça permet à des cadres de se rencontrer, alors virtuellement, hein, et après on peut faire des after-work de temps en temps, où vraiment à l'époque. On va pas expliquer, c'est pas à nous qui allons expliquer quelqu'un qui veut devenir DRH. Non, par contre, on le met en relation avec quelqu'un qui a été DRH, qui connaît. C'est vrai. Alors c'est un peu ça va dans le sens contraire des réseaux sociaux, mais en fait, il y a comment je communique par rapport à la question de tout à l'heure, comment je communique et comment je crée mon réseau. Donc ça en fait aussi partie. Mais là, c'est vraiment des petites communautés et sur des territoires. Mais les réseaux sociaux sont très bien pour faire des enquêtes métiers aussi. Ouais. Donc, il y a cette dimension aussi territoriale sur Waller, donc qui est très intéressante. On en a maintenant à peu près dans toutes les régions. Et même parfois, ça va plus loin, puisqu'on fait même parfois des communautés entre des cadres et des entreprises. Donc, oui, pardon. Une question rapide, est-ce que vous confirmez bien que tous les services du CEP, le fameux Conseil en évolution professionnelle, c'est gratuit? Ah bah oui, s'ils viennent nous voir, oui. S'ils viennent nous voir, oui. Oui, c'est gratuit. Oui. Alors, voilà. À moins que Stéphanie prenne une commission. Je ne suis pas au courant de ça. Bravo. Je ne suis pas au courant. On ne peut pas le croire. Merci. Alors, on avance sur une question que j'avais un petit peu laissée de côté pour l'instant. Quid pour les cadres du public et les travailleurs indépendants en termes de financement de leur formation? Ils ont accès au CPF comme les autres. Hein. Ouais. Alors, quel est le processus pour y accéder également? Parce que… Alors, ils ont accès… Alors, le CP… Alors, CPF, ce n'est pas CEP, attention. Non. Donc, CPF, c'est rattaché aux droits de la personne. Donc, qu'on soit salarié du secteur privé, salarié du secteur public ou qu'on soit indépendant, ça nous est rattaché en tant qu'individu. Donc, tout le monde va sur mon compte formation .gouv, je ne sais plus exactement. Voilà, tout le monde y a droit. Donc, ça, il n'y a pas de doute. Maintenant, en termes, parce que je crois que je l'avais vu en termes d'OPCO, alors là, pour le coup, je crois que secteur public, il faut surtout se rapprocher de son employeur. Moi, je ne connais pas l'OPCO. Je crois que je ne sais même pas s'ils en ont un réellement. Non. Secteur public, ils ont. On peut pas. Enfin, donc, c'est au niveau de leur RH, en fait. C'est au niveau de leur RH qu'il faut de leur employeur qu'il faut qu'ils se rapprochent. Et après, en termes pour les secteurs pour les indépendants, ça va dépendre si on est s'ils sont rattachés à la Chambre des métiers ou à la Chambre des commerces. Au niveau de l'OPCO. Et il y a un guide qui est sorti, il faudrait que je vous le retrouve, où aussi il y a des personnes qui passent entre le public et le privé. Et ça pose un problème en termes de valorisation des heures, puisque c'est en heures dans le public et c'est en euros dans le privé. Donc, il y a tout un guide de 60 pages. Je l'avais regardé, il faudrait que je vous l'envoie, mais je ne peux pas aller dedans, puisque j'avais travaillé avec le SGAR sur différentes régions. Et donc, on a échangé là-dessus. Là. Nous, on est, a priori, on ne reçoit pas des gens du public. Okay. Maintenant, quand un proviseur vient nous voir parce qu'il a un projet, j'ai rarement vu un consultant de l'APEC le refuser. Je sais pas ce que… S'il a un projet pour intégrer le secteur privé, non, bien sûr qu'on ne le refuse pas. Voilà. Maintenant, s'il a un projet pour passer des concours en interne et devenir… là, effectivement, là, on n'est pas là pour ça. Ouais. Et comme il y a une loi qui permet au public de sortir pendant 5 ans pour aller dans le privé sans perdre ses droits à l'avancement, etc., il y a de plus en plus de cadres de la fonction publique qui sont intéressés par le fait d'aller faire un tour dans le privé. Quoi. Voilà. Après, ils ont travaillé là-dessus entre comment je transforme, qu'est-ce qui est prioritaire entre le privé et le public. Enfin, bon,
Faudrait que je vous retrouve. Il y a un guide qui existe, qui est sorti l'an dernier dans la fonction publique. En tout cas, pour répondre à la question, peu importe, voilà, qu'on soit secteur privé, secteur public ou indépendant, on a le droit au CPF. Voilà. D'accord. Alors, comme on avance gentiment vers 14 heures, je propose, si vous avez d'autres choses à faire connaître aux alumni qui sont connectés, de le faire. Et puis peut-être on pourra prendre les questions individuelles qui n'ont pas encore été posées. Et donc, si Nathalie peut rétablir les micros, voilà, ce serait bien. Il y a une petite remarque de Julien qui nous dit que c'est quand même très compliqué d'utiliser son CPF dans la fonction publique. Donc, je confirme. Je vous transmets la remarque. Oui, c'est très compliqué. Mais je ne sais pas s'il a le guide, Julien. Est-ce qu'il a ce guide-là, qui était ce fameux guide qui fait justement qui explique si on passe entre le privé et le public, comment on en bénéficie. Il faudrait que je vous le retrouve. Je ne l'ai pas mis là parce que nous, a priori, on s'occupe du secteur. L'APEC est exclusivement financée par les cadres et les entreprises du secteur privé. Voilà. Alors, je crois que j'ai loupé une question sur le CPF et le congé parental. Sylvie de Martène, si tu veux la reformuler, ou la personne qui a posé la question, parce que je crois que je l'ai loupée. Je la retrouve. Ouais. Peut-on faire une formation via le CPF en congé parental? J'en ai aucune idée, moi. Alors là, je ne veux pas. Non, je sais la pas. période de congé parental, je ne sais pas. Par contre, je la note. On va vous répondre. Ouais, moi, je n'ai pas de réponse là-dessus, franchement. Donc, de toute façon, Yannick et Stéphanie, si vous souhaitez nous formuler enfin, nous retransmettre des rapports, des choses, on essaie toujours de faire le maximum de suivi de ces webinars en envoyant les slides, des références et des choses comme ça. Donc, les études auxquelles vous avez fait allusion, si vous pouvez nous donner les références, on les transmettra. Donc, oui. Puis après, en introduction, vous avez vu sur la page, la première page, j'ai mis le mail de Stéphanie puis le mien. Donc, on est joignable après quand vous voulez, quoi. Alors après, il y a des questions très spécifiques, on n'a pas toutes les réponses. Pas encore. Celle-là, j'ai noté et je reviendrai vers vous de toute façon pour que tout le monde ait la réponse sur le congé parental. Ça peut être la même chose pour le congé maladie, d'ailleurs. Est-ce que c'est possible aussi? C'est juste. C'est spécifique. Congé maladie. A priori, je dirais non, mais bon. Oui, mais c'est ça le problème, c'est qu'à chaque fois, on a nos... Parfois, on découvre des textes qui sont assez étonnants, d'accord. Ce sont que des cas particuliers, quoi. Ouais. Normalement, non. Donc, mais c'est intéressant d'avoir la oui, on a maladie. On est en maladie. Après, oui, mais tout dépend de la maladie, si elle est physique. Voilà, donc c'est pour ça que... Si on peut travailler derrière son ordinateur, pourquoi pas, quoi. Mais bon, si on est en longue maladie, je ne suis pas sûre qu'on puisse faire une formation en même temps. Enfin bon, à voir. À voir. A priori, non. Okay. Alors, il nous reste 5 minutes. Est-ce qu'il y a des questions particulières que vous souhaitez poser à Yannick et à Stéphanie? Et s'il n'y en a pas, on peut leur demander une conclusion sur la formation, le financement et les processus pour y parvenir. Dans chaque centre APEC, n'importe comment, nous avons toujours plusieurs personnes qui sont vraiment expertes sur l'ingénierie de formation. C'est-à-dire qu'elles sont en capacité de travailler sur faire un montage, voir jusqu'où on peut aller en montage. Donc, ça fait partie de l'expertise de l'APEC là-dessus. Donc, il y a la réflexion, on en parlait tout à l'heure avec Stéphanie, c'est la réflexion sur un projet, sur les secteurs porteurs, on en a parlé, mais il y a sa passion, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Et puis après, rechercher des formations par bloc de compétences, moi, ça me semble incontournable, puisque au cours de votre vie professionnelle, vous allez pouvoir conserver ces blocs, les additionner, et éventuellement transformer des nouveaux diplômes. Quoi qu'on en dise dans ce pays, on a quand même la diplôme, comment on appelle ça là,
la diplomate aiguë ou je sais pas quoi. Enfin là, c'est la diplomanie. La diplomanie aiguë. Voilà, quoi qu'on en dise. Donc, faut pas le perdre de vue. En même temps, je pense que c'est incontournable qu'un cadre aujourd'hui, la moitié en plus de 45 ans, donc c'est incontournable de toujours être en veille et de se former régulièrement. À distance, c'est de plus en plus possible. Donc, il faut vraiment veiller à ça, quoi. Et, moi, c'est le premier. Remplir son CPF, ça me paraît incontournable. Voilà. Et puis oui, venir voir des consultants en évolution professionnelle. Voilà. Alors, ça peut être dans le cadre du. C'est bloqué. Ah, non, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ou pas. Simplement, on prend un rendez-vous avec un consultant parce qu'on a une question, parce qu'on a envie d'échanger sur un projet. Hein. Alors, on le fait à la marge maintenant, mais nous avons une offre de service où des personnes viennent nous voir en disant je me pose des questions, j'ai une vague idée, etc. Bon, on essaye de faire à la marge parce qu'on essaye de satisfaire un maximum de clients, mais on a des clients qui viennent nous voir en disant là j'ai envie de changer, je sais pas trop, etc. Bon, on pousse pas la roue là-dessus, hein, parce que vu le nombre de personnes qu'on va avoir, aujourd'hui là en France, l'INSEE estime que le chômage des cadres c'était à 3,5%. On s'attend à 5-6% là quand même. Hein. Le chômage des cadres, et je crois que on a déjà échangé là-dessus, Michel, je crois. Faut bien comprendre que le chômage des cadres est déconnecté du chômage, j'allais dire, lambda, quoi. Quand il y a de l'investissement en France, on recrute du cadre. Quand la consommation repart en France, ça crée pas d'emploi cadre. C'est l'investissement qui crée de l'emploi cadre. Ils sont complètement déconnectés. Alors, on n'en parle pas trop parce que ça fait un peu lutte des classes. Parce que quand on vous parle de 10 à 12% de chômage dans les mois à venir et qu'on vous explique que les cadres ils sont à 3,5, on va pas trop en parler. C'est difficile de trouver les chiffres hein, sur le chômage des cadres. Extrêmement difficile, d'autant plus que depuis maintenant 1 an et demi, Pôle emploi, par exemple, a arrêté de publier le nombre de cadres au chômage. Ah oui. Voilà. Alors, en plus, ça veut dire quoi, cadre? Nous, pour l'APEX, c'est quelqu'un qui cotise à une caisse de retraite complémentaire. Cadre. OK. Il y a la fusion Argy-Carco. Voilà. Un Pôle emploi, quelqu'un qui se déclare cadre est cadre. Si vous regardez après la définition de l'INSEE sur les emplois métropolitains supérieurs, là, c'est 2,5 millions de personnes qui sont des décideurs, qui ont des responsabilités. Voilà, c'est une définition de 99. Nous, à l'APEX, on a 3,5 millions. Donc, on sait très bien que dans les cadres, il y a des personnes, on leur donnait un galon. Hein. Il y avait un bouquin de Boltanski dans les années 85 qui parlait d'espèce de reconnaissance sociale du cadre. Voilà, et puis, il y a tous les accords de branche qui vont arriver puisque l'encadrement a été renégocié. Et après, il y a des branches qui vont vous dire OK, nous, là, c'est un cadre, c'est pas un cadre. Hein. On est un peu quand même il y a un flou artistique là-dessus. En fait, pour prendre la définition anglo-américaine, c'est soit je suis manager, soit je suis expert. Voilà. On va vers ça. Hein. Une question très précise qui vient d'arriver. Est-ce que lorsqu'on est inscrit à Pôle emploi, on a un maintien des droits au CPF pendant la période d'inscription à Pôle emploi, pendant la période de chômage? Oui, il me semble que oui. Bah oui, je ne vois pas pourquoi il y aurait. Mais pareil, je vérifie, je l'ai noté. Oui, mais je ne vois pas pourquoi il y aurait. Alors, non, je ne vois pas pourquoi il y aurait. Voilà, le mot de la fin de Stéphanie. Le mot de la fin de Stéphanie. Alors, en ce qui concerne la formation, j'ai envie de dire en fait à tous les alumni qui sont là, je crois que la première question à se poser, c'est est-ce qu'on a envie de faire une formation pour soi? Voilà, parce qu'on en a envie. Voilà, ou est-ce qu'on a envie de faire une formation pour pouvoir évoluer dans sa carrière? Et je pense que déjà, la réflexion n'est pas du tout la même. Même le financement derrière va être différent, le montant aussi du financement peut être largement différent. Donc, je pense que ça, c'est déjà la première question à se poser. Et ensuite, ensuite, il faut vous faire accompagner. Parce que ces réflexions, finalement, elles sont assez complexes et c'est assez compliqué, finalement, de se détacher de soi pour objectiver un petit peu ce projet de formation. Et j'ai envie de dire que si vraiment on est dans le cadre de « j'ai envie de faire une formation pour donner un plus à ma carrière », je pense qu'il est vraiment important de ne pas se précipiter sur la formation.
et de vraiment la choisir en conscience. Et pour la choisir en conscience, au-delà effectivement de pouvoir regarder ce qu'on peut trouver sur Internet ou éventuellement écouter les amis, je pense que toute cette phase en fait d'enquête métier, d'enquête sur le secteur d'activité, je pense que c'est vraiment important de le faire. Moi, j'ai eu des personnes qui sont venues après coup à l'APEC en ayant fait notamment des validations d'acquis de l'expérience sur des M2 qui en fait ne leur convenaient pas ou en tout cas n'étaient pas assez bankable pour le secteur d'activité qui les intéressait. Donc, je pense qu'il faut être dans cette phase d'anticipation, d'autant plus quand on est sur une formation pour sa carrière. Voilà. Et c'est tout. Eh bien, je crois que c'est un joli mot de la fin. Il est 14h01. Donc, merci à Stéphanie, merci à Yannick. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Donc, on va vous adresser les slides avec des liens et des contacts pour pouvoir avancer sur ces sujets qui vous intéressent. Et puis, écoutez, on vous souhaite une très, très bonne semaine à tous et à bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci.